Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Armelle, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Avant de commencer, un petit clin d'œil pour Franck et Edwige. Tous deux m'ont raconté qu'ils écoutent nos podcasts en faisant leur jogging. Alors, ce podcast numéro 93, je découvre les vertus de l'effort, je le leur dédicace et je le dédicace à tous ceux qui ont découvert les vertus de l'effort grâce au sport. Faites donc comme Franck et Edwige, envoyez-nous vos témoignages sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Tout doit-il être toujours difficile? Ce matin, mon fils ne veut pas mettre son manteau seul. Je m'efforce de rester patiente, je prends sur moi alors que je pourrais exploser. C'est vrai que si je ne suis pas là pour l'aider, alors pourquoi pas ne pas le faire à sa place? Pourquoi lui imposer de toujours trouver le moyen tout seul? Il rechigne et je m'entends lui dire « mais fais un effort !» Au bureau, mon équipe me présente un document qui n'est pas assez abouti à mon goût. Il n'y a pas d'erreur pourtant. Je crois qu'ils peuvent faire mieux. 17h30, vite, je file. J'ai encore le temps de passer faire quelques courses pour mes parents avant le couvre-feu. C'est mon tour cette semaine. Je pourrais payer un étudiant pour s'en occuper, mais je sais que ça les touche que je m'en occupe. Après le dîner, j'écrirai un email de nouvelles à mon ami en France. Je dois prendre de ses nouvelles depuis trop longtemps. Je ne sais plus trop si j'ai envie, mais je suis sûre que c'est sur le haut de ma to-do list depuis des semaines. Et là, ça me chicote. Nos vies se résument-elles à une course entre obligations et contraintes? Devons-nous tout le temps prendre sur nous pour continuer à avancer? Pourquoi est-ce que je m'impose tout ça déjà? L'effort est partout. Dans la petite enfance, nous avons appris à faire des efforts pour finir notre assiette ou terminer nos brocolis, pour mettre nos chaussures seules ou encore pour apprendre nos tables de multiplication et essayer de rapporter des bons bulletins à nos parents. Puis l'effort a investi peu à peu le champ des relations humaines, essayer d'être gentil avec nos frères et sœurs, écrire une lettre à sa marraine, dire bonjour, merci, au revoir. Une fois adultes, nous faisons des compromis en couple et nous nous efforçons de composer avec les défauts de notre partenaire. Et oui, toutes les sphères de notre vie sont envahies par les efforts si nous avons des enfants en bas âge, le se lever la nuit par exemple, ou alors des ados, l'effort de ne pas grimper au rideau quand ils nous provoquent. Et puis, le monde du travail aussi est exigeant avec son lot de dépassement de soi-même. Quand on est sportif, les efforts que l'on doit faire pour se maintenir au niveau. Comme vous le constatez, le tableau de nos efforts est bien rempli. Au-delà de toutes ces situations qui nous forcent à nous dépasser, vous est-il déjà arrivé de constater que vous accordiez systématiquement plus de valeur à quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé? Êtes-vous familier de l'adage « no pain, no gain » qui veut dire « pas d'effort, pas de gain ». Êtes-vous plus touché par un cadeau fait maison que par un cadeau acheté? Avez-vous ce réflexe de penser que quelqu'un qui travaille beaucoup est plus intelligent, important ou intéressant que quelqu'un qui travaille moins? Si oui, sachez que vous n'êtes pas le seul. Ce biais cognitif a été démocratisé sous le nom de l'effet IKEA. Ce concept voit le jour en 2011 sous l'impulsion des médecins Michael Norton de la Harvard Business School et de Daniel Motion de l'université de Yale. Ils ont démontré que nous accordons plus de valeur à ce que nous faisons nous-mêmes, une sorte de lien d'affection se crée. C'est ce phénomène qu'exploitent beaucoup d'entreprises qui nous vendent pour un certain prix des produits que nous construisons nous-mêmes, des gâteaux prêts à cuisiner ou encore des kits de couture pour confectionner nous-mêmes notre garde-robe. Revenons un peu aux sources de ce biais cognitif. Pour cela, remontons en 1957. Léon Festinger, qui est un psychologue américain décédé en 1989, qui a enseigné notamment à Stanford et à la New School for Social Research à New York, il est le père du concept de la dissonance cognitive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La dissonance cognitive, elle se manifeste dans la tension que ressent un individu dont l'attitude ou les comportements ne sont pas cohérents avec ses idées ou ses croyances. D'une certaine façon,
C'est le fait de manquer d'alignement entre ce que nous pensons et ce que nous faisons. Alors concrètement, que se passe-t-il? Parfois, nous sommes obligés de nous engager dans une activité désagréable pour atteindre notre objectif. Cette activité déplaisante va générer un inconfort psychologique, une sorte de malaise qu'on va chercher chacun à réduire de manière complètement intuitive. Nous allons donc rationaliser après coup pour justifier notre comportement. En d'autres termes, pour obtenir ce que vous voulez, vous vous êtes infligé une certaine dose de souffrance. Pour vous justifier a posteriori, vous réévaluez à la hausse la valeur du résultat obtenu. C'est ce que l'on appelle la justification de l'effort. Alors, il y a une expérience très intéressante d'Aronson et Mills en 1958 qui l'a démontré. Ils ont confronté 2 échantillons de personnes souhaitant rejoindre un même club. Le premier échantillon dut faire peu d'efforts pour rejoindre le club, tandis que le deuxième échantillon dut passer par un parcours plus difficile avant d'accéder eux aussi à ce club. La première activité proposée par le club fut résolument dénuée d'intérêt et ennuyeuse. Et pourtant, lorsque les chercheurs interrogèrent les 2 groupes, le groupe qui avait produit le plus d'efforts pour accéder au club présenta un niveau de satisfaction très élevé et beaucoup plus élevé que l'autre groupe. Inconsciemment, le deuxième groupe avait justifié la peine qu'ils avaient eue pour intégrer ce club. C'est ce même mécanisme qui s'exprime notamment, assez malheureusement aussi, dans le bizutage. La fraternité que propose le bizutage le plus corsé est plus souvent le plus populaire, malheureusement de nouveau aux yeux des étudiants. Ce biais cognitif dont nous sommes imprégnés nous pousse parfois à creuser nos efforts encore plus et toujours plus. La frontière avec le sacrifice n'est du coup plus très loin. C'est le cas de ce sportif qui continue de courir malgré sa blessure. C'est ce couple qui essaye de sauver vaille que vaille son mariage sans forcément chercher de solution. C'est ce salarié qui accepte toujours plus de dossiers qui se laisse glisser sur le chemin du burn-out. Ici, l'effort est une forme de justification de la souffrance. C'est OK d'avoir mal si c'est pour la bonne cause. Mais dans toutes ces situations, quelle est la valeur produite par l'effort? Faut-il continuer? L'effort laisse-t-il toujours entrevoir l'espoir d'un gain supérieur? Je pense alors à toute une littérature un peu fataliste qui s'attache à démontrer que malgré tous leurs efforts, les héros sont rattrapés par leur destin. Cette trame se développe notamment dans Le Soleil des Scorta de Laurent Godet. Je ne sais pas si vous avez lu ce sublime roman qui nous transporte sur les traces de la famille Scorta, une famille d'Italiens besogneux qui portent le poids de leur lignée et essayent de s'élever au-dessus de leurs très modestes conditions. Leur but est de transmettre un maigre héritage pour les générations suivantes. Leur vie de labeur pourrait les résoudre à la fatigue et à la douleur, mais ils sont comme l'Italie, solaires et joyeux. Au fil des pages, le lecteur comprend que leur joie leur vient de leur abandon à la vie, au destin, à ce qui leur est donné. Ils ont accepté qu'ils ne pourraient pas tout changer. Ils ont su profiter de ce qu'ils avaient déjà et se contenter du confort minimum qu'ils ont pu aller chercher au prix de leurs efforts. Et c'est ça qui leur apporte apaisement, félicité et paix intérieure. Chaque page est un vrai bijou. Je pourrais citer le roman en entier, mais j'aime particulièrement cette citation. Il avait couru après l'argent. Il avait travaillé jusqu'à ce que ses nuits ne soient pas plus longues que ses siestes. Mais oui, il avait été heureux. Son oncle Fayluc le lui avait dit un jour. Profite de la sueur. C'est ce qui lui était arrivé. Je lis à travers tous ces mots 2 enseignements. L'effort est une source de joie et aussi de lâcher-prise et d'abandon. Pour profiter du fruit de notre labeur, nous pouvons trouver un équilibre entre acceptation de la vie qui nous est donnée et effort pour l'améliorer. C'est notre principal rempart contre l'acharnement et l'impasse du sacrifice. Nous pouvons goûter alors les bienfaits de ce que nous réalisons à force de volonté, tout en acceptant nos limites. Allez, je change de regard. Revenons donc à l'essence même de l'effort. L'effort est une tension, un élan vers un progrès. C'est le mouvement qui nous permet de nous élever au-delà du donné.
Un effort implique donc une résistance, un combat contre un obstacle. C'est par exemple ces 42 kilomètres de course qui vont mettre le marathonien tous ses muscles à rude épreuve et le laisser rincer et épuisé. C'est aussi ce problème de mathématiques que je ne sais pas comment résoudre et qui va me demander beaucoup de créativité et de réflexion. La société moderne est assez hédoniste et nous vivons dans une ère qui a un petit peu anéanti de nombreuses sources de satisfaction. L'ère du tout de suite dans lequel l'effort et le temps long sont devenus un peu les parents pauvres. Ça me fait penser l'autre jour que j'ai entendu en consultation une femme qui me racontait combien elle avait été dépourvue devant son ado qui refusait de lire une œuvre complète qui était à son programme de français. Ce jeune garçon invoquait auprès de sa mère que, après tout, le résumé sur Internet, que ça lui avait permis d'avoir très bien saisi les grandes lignes du roman. Et du coup, il opposait de bonne foi à sa mère, mais pourquoi je me donnerais du mal alors que ça peut être si facile? J'ai pu donc discuter avec cette femme sur la différence entre plaisir et effort. Pour ça, je me suis appuyée sur les travaux de Martin Seligman, que vous connaissez tous, parce que j'en parle souvent, qui est notre professeur de psychologie positive. Martin Seligman nous dit donc que le plaisir est une source d'émotions positives, furtives et temporaires. C'est une expérience positive sur le moment, cependant, elle ne contribue pas au bien-être durable. La gratification, en revanche, est vecteur de fort bonheur. Gratification dans le sens de remercier de l'effort qui est fourni. Martin Seligman a lui-même développé des expériences qui démontrent que c'est un puissant bouclier contre la dépression. Vous allez pouvoir retrouver ici les liens avec notre podcast 91 sur le flux. Car le père du flux, le psychologue hongrois Mihaly Csikszentmihalyi, a collaboré à développer cette approche du bonheur. Notre psychologue hongrois a étudié les effets de la gratification que nous recevons de nos efforts sur deux populations de 250 adolescents. Les uns avaient un fort niveau de flux, donc toujours référence à notre podcast, donc une plus forte propension à se dépasser, et les autres un peu plus faibles. Ces conclusions sont édifiantes. Les adolescents à faible niveau de flux ont plus de chances de développer des comportements apathiques ou de faire des dépressions que les autres. Plus tard, les ados qui ont le plus haut niveau de flux sont ceux qui poursuivent leurs études, entretiennent des relations matures et solides. Ce sont ceux qui s'approchent le plus du bien-être durable. Instinctivement, nous recherchons le plaisir, nous évitons les activités qui peuvent nous causer une légère souffrance ou un quelconque inconfort, alors que ce sont précisément ces activités qui nous rendent heureux et le fait de fournir des efforts. Donc si je reviens à l'exemple de notre adolescent, effectivement, faire l'effort de lire son livre va apporter à ce jeune de la gratification qui va lui permettre de recevoir et de se sentir bien à long terme. Quels sont les bienfaits que nous apportent nos efforts? Comme je l'ai déjà mentionné, l'effort nous pousse à vaincre une résistance ou à dépasser un obstacle. Nous allons déployer nos forces, nos talents, pour venir à bout de ce qui nous empêche d'atteindre notre objectif. Je peux vous renvoyer à notre numéro 24, notre podcast 24, Je reconnais mes talents. L'effort représente alors une révélation de nous-mêmes. Un exemple. Certains alpinistes vont trouver des ressources inespérées en eux pour atteindre un sommet. Plusieurs fois, ils souhaiteront abandonner et pourtant, ils finiront par l'atteindre. D'autres vont aussi faire preuve de créativité pour trouver un nouveau moyen de réaliser leurs objectifs. Je pense à ces couples que je vois en consultation qui semblent dans une impasse. Ils ne trouvent plus au quotidien de source de joie à deux. Ils sont parfois fatigués de leur état, de leur relation. Je sens parfois que leurs efforts pour mieux communiquer et retrouver le chemin de l'apaisement sont infructueux. Je leur conseille alors de faire preuve de fantaisie, de chercher à rompre la routine pour recréer de la magie et de vivre de bons moments ensemble. Croyez-moi, quand je dis ça, ça leur demande aussi beaucoup d'efforts. C'est aussi, je pense à tous ceux qui s'acharnent pour retrouver une force physique après un accident ou un cancer. Nous nous rendons compte avec ces exemples que l'effort réintroduit la frustration, l'attente, la patience. L'attente nous semble parfois interminable car nous sommes un peu trop bien entraînés au plaisir rapide et immédiat.
Les succès qui s'exposent sur les réseaux sociaux ou à la télévision nous laissent parfois penser que tout est à portée de main, que tout est dû. L'effort nous fait éprouver la distance ou la durée qui se tient entre nous et notre objectif. Et parfois, c'est ce qui nous permet de réinterroger notre objectif. L'effort peut nous inviter à remettre en question les raisons qui nous ont poussés à nous lancer, et aussi, ça nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes. Par exemple, je me lance dans un régime. Au fur et à mesure, ma volonté diminue, mes efforts créent plus de souffrance que de bénéfices. Alors, je peux réinterroger mes objectifs. Je peux les confirmer, alors je peux utiliser la méthode WHOOP, je vous renvoie à notre podcast numéro 81, ou alors je peux réaliser que je ne me trouve pas finalement si grosse que ça, que ce qui me dérange le plus, c'est plutôt de ne pas être aussi fine qu'une de mes amies, ou bien de subir les regards de ma famille sur la plage. Et puis dans le fond, je m'aime bien comme ça, et cet effort finalement ne correspond pas véritablement à une réelle aspiration intérieure. Un autre exemple, ça peut être, je peux penser à tous les efforts que je fais pour entretenir la relation avec mes parents. J'avoue que je mets parfois un mouchoir sur des petites réflexions pour lesquelles je me vexais il n'y a pas si longtemps en fait, et je compose avec leurs contraintes ou leur indisponibilité. Je me bats avec mes croyances sur ce qu'ils pensent de moi. Je remarque alors que notre relation se nourrit de plus de positif et qu'elle s'apaise, que nous arrivons à partager d'excellents moments ensemble tout en nous disant les choses vraiment importantes avec plus de douceur. Et je constate combien cette relation adoucie me rend plus heureuse et m'allège d'un poids, combien mes efforts valent la peine. Une autre vertu de l'effort est d'apprendre à se dépasser soi-même, parce que se dépasser soi-même, c'est une source incroyable d'estime de soi. En déployant nos talents, en venant à bout de nos obstacles, nous prenons conscience de nos capacités. Nous sommes fiers de nous-mêmes et nous sommes capables de continuer à progresser car nous nous faisons confiance. Je vous renvoie à la bulle de bonheur numéro 7. Une bonne piste de dépassement de soi consiste à identifier sa zone de confort pour chercher à en sortir progressivement. Notre bulle de bonheur numéro 57 vous aidera à comprendre pourquoi et comment. La confiance est aussi un cercle vertueux. Plus j'en ai, plus je me pousse, plus j'en acquiers, et ainsi de suite. Plus j'ai de confiance en moi, plus je suis résilient et mieux je sais accueillir l'échec en y lisant une source d'apprentissage. Je vous renvoie pour ça à notre podcast numéro 34, Je dépasse mes échecs. Par exemple, lorsque nous accompagnons nos enfants sur le chemin de l'autonomie, qu'ils soient petits ou grands, nous ne cherchons pas seulement à déléguer nos tâches de maman, nous les accompagnons pour qu'ils prennent conscience de leurs capacités, qu'ils essayent et qu'ils réussissent. D'ailleurs, cette démarche, elle est complètement valable aussi pour un manager en entreprise. Une autre vertu de l'effort, ça va être que l'effort va apporter du sens à nos actions. Il est important de se motiver et pour ce faire, de visualiser le résultat à atteindre. Grâce à cette visualisation, rappelez-vous, nous en avons parlé dans notre bulle de bonheur 81 avec le WHOOP, nous anticipons la joie de l'accomplissement. La joie, réécoutez notre podcast numéro 9, est un carburant essentiel pour tout ce que nous souhaitons développer. La joie va conditionner notre cerveau pour être plus optimiste et créatif. C'est aussi la joie qui va nous permettre d'oser. Nous l'avons abordé dans la bulle de bonheur 87. Pour activer notre volonté et faire preuve de détermination devant l'effort, nous allons préciser, affiner et confirmer notre aspiration. Il se crée une connexion entre ce que je souhaite profondément, mes valeurs et mes actes, ce qui est porteur de sens. Pour vous poser la question de vos valeurs, allez faire un petit tour vers notre bulle de bonheur 75, j'identifie mes valeurs. Pour conclure, je suis tentée de penser que puisque l'effort est un exercice porteur de sens qui nous révèle à nous-mêmes, c'est qu'il est forcément bon. Mais alors, tout doit-il être effort ? Isabelle Queval, ancienne tenniswoman de haut niveau reconvertie dans l'enseignement et la philosophie, s'est dédiée à la recherche dans le domaine de l'effort sportif. Dans son essai « Philosophie de l'effort », elle propose, je cite, « une conception de l'effort comme ajustement aux choses plutôt que comme outil de domination
comme connaissance de soi plutôt que comme dépassement. Il s'agit ainsi d'initier un autre rapport au temps, à autrui, à l'environnement. Très belle phrase. Donc je pourrais conclure en disant que le bon effort serait celui qui nous permet de nous trouver, de nous accomplir en tant que personne. L'effort est ajusté à nous-mêmes et non à des pressions extérieures. L'effort s'intègre dans l'écosystème sans chercher à le dominer à tout prix. Le bon effort n'est donc pas un effort pour repousser toujours plus nos limites intellectuelles ou physiques, ce n'est pas non plus de dominer les autres ou atteindre le haut du classement, mais le bon effort, c'est le plein déploiement de notre potentiel pour nous-mêmes. C'est un accomplissement de soi pour soi. Ce bon effort est sûrement moins doloriste, moins brutal, moins compétitif, et ce bon effort, il est surtout source de joie et de bonheur. Et hop, je me lance. Si je résume, en 1, l'effort est un élan vers le progrès. En 2, l'effort contribue à notre recherche de sens et nous permet de construire notre estime de nous-mêmes. En 3, l'effort bien ajusté à nos aspirations intérieures est un accomplissement de soi pour soi. En 4, l'effort suppose donc aussi une forme de lâcher-prise et d'acceptation de ce qui nous est donné. À vous de jouer, chers auditeurs, une carte 2 minutes ensemble. Identifiez les domaines qui vous demandent aujourd'hui des efforts. Pour chacun, demandez-vous ce que vous en retirez de positif et de négatif et identifiez la raison qui vous force à vous pousser. Faites le tri et concluez par une shortlist d'efforts prioritaires. Notre petite mousse de la semaine est un peu plus allongée que d'habitude. Elle nous vient sous la forme d'un poème de Robert Lamoureux. La fatigue, monsieur, c'est un prix toujours juste. C'est le prix d'une journée d'effort, de lutte. C'est le prix d'un labeur, d'un mur ou d'un exploit. Non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit. C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie. C'est la preuve, monsieur, qu'on marche avec la vie. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à notre newsletter en allant sur notre site 2minutesdebonheur.com, 2 en chiffres, pour être notifié de nos prochains épisodes. Également, profitez de toutes nos astuces sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, 2 minutes de bonheur. Enfin, Bulle de Bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.